François Tadei. Bienvenue à la 100e émission de Micro-Info. Déjà, en 2 ans, nous avons accompli tout ce chemin et on vous présente aujourd'hui une émission très spéciale d'1 heure qui, bien sûr, va parler des 2 dernières années. On fait une espèce de rétrospective. Non, on ne fait pas une émission spéciale 3 heures comme on l'avait fait pour la 75e émission, mais vraiment une émission précise. On va parler des 10 meilleurs jeux, des 10 logiciels les plus importants, du matériel informatique, de sites web, de conseils qu'on peut vous donner. Bref, une émission sous le chiffre 100. Alors, préparez vos magnétoscopes puisqu'il va y avoir beaucoup de contenu dans cette émission d'1 heure. On se retrouve dans quelques instants pour parler des actualités qui ont marqué les 2 dernières années. Les puces vous sont présentées en collaboration avec Desjardins. Paiement de factures, relevé de compte, virement de fonds, faites toutes vos transactions sur Internet avec le service Accéder de Desjardins. Aussi, sur notre site web, vous avez tous accès à des fonds de placement, des régimes d'assurance, des demandes d'emprunt et plus encore. Bien entendu, il est parfois difficile de faire des choix, mais pour cette émission, nous allons devoir en faire beaucoup. Alors, pour ce qui est des 10 événements et actualités qui ont marqué ces 2 dernières années, la première qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr le 25e anniversaire du microprocesseur qui a été célébré l'an dernier. En effet, c'est en 1971 que le premier processeur a été intégré sur une puce. C'est Intel qui a fait cet exploit. À l'époque, le processeur 4004 avait 2300 transistors pour effectuer des calculs très simples. Aujourd'hui, le Pentium 2 a environ 7,5 millions de transistors. Donc, vous voyez le chemin qu'on a fait depuis ces dernières années. Ça va très rapidement. Une autre actualité importante, c'est vraiment un champion des échecs qui a combattu plusieurs processeurs, même des centaines, 250 processeurs pour être exact, sur le IBM Deep Blue, le superordinateur. Eh bien, on a eu le droit à 2 matchs, 2 parties qui ont lieu en 96 et en 97. La première manche a été remportée par Kasparov, 4-2, et il avait été surpris de perdre la première partie aux mains de Deep Blue. Mais la grande surprise, ça a été l'issue du 2e affrontement entre ces 2 puissances des échecs, puisque Kasparov a perdu, et oui, à la fin, il a perdu 3,5 à 2,5 contre Deep Blue, ce qui a surpris toute la collectivité. Kasparov a demandé ce qu'on appelle une revanche et IBM a préféré se retirer du monde des échecs et consacrer Deep Blue à des travaux plus importants pour la science, comme la recherche en biologie moléculaire. Alors Deep Blue est toujours au travail. Une chose qui était assez marquante dans les dernières années, c'est cette fameuse saga du Communication Decency Act. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, en 96, le Congrès américain avait voté une loi pour censurer Internet, pour contrôler le contenu Internet, surtout censurer le contenu pornographique et la violence que sur Internet. Eh bien, cette loi-là a été contestée en Cour supérieure et en Cour suprême. D'ailleurs, en juillet dernier, elle a été rejetée par les 9 juges de la Cour suprême des États-Unis, ce qui fait que Internet est libre. Pour l'instant, il y a d'autres lois en préparation. Il y en a sur le gambling, sur d'autres choses. Alors, on va vous tenir au courant, bien sûr. L'autre actualité qui a vraiment marqué les dernières années sur Internet, c'est le combat des furteurs, la guerre entre Netscape et évidemment Microsoft, qui s'est réveillé il y a quelques mois, on pourrait dire environ 14-15 mois. Ils se sont mis à lancer la version 3 d'Explorer 4 et ensuite la version 4. Ce qui fait que c'est un combat épique qui va se poursuivre. Présentement, on nous dit, selon les statistiques, que l'Explorer est rendu à 35-36% de la part du marché. Netscape détiendrait 65%. Alors, c'était 90% il y a 2 ans pour Netscape. On voit vraiment que Microsoft est en train de gruger du terrain avec son navigateur Internet Explorer. C'est à suivre. Microsoft prévoit dépasser son rival en 98, ce qui n'est pas sans leur donner des mots de tête. Aussi sur Internet, ce qui a été intéressant de suivre, c'est les nouveaux noms de domaine. Bon, un nom de domaine, quand je parle de nom de domaine, je parle par exemple de .com. La majorité des sites web, près de 90%, se terminent par .com et il y en a des millions maintenant avec la croissance fulgurante, même exponentielle d'Internet au cours des 2 dernières années. Ce qui fait que l'IAHC, c'est-à-dire une organisation qui s'occupe de superviser si on veut, l'Internet en général au niveau des infrastructures, ont décidé de mettre de l'avant 7 nouveaux noms de domaine, comme par exemple .firme, on a aussi .store pour remplacer le fameux .com, .web, .arts, .rec, .info et .nom. Évidemment, ça devrait avoir lieu dans les prochains mois, cette transformation-là. On suit ça pour vous. Une saga qui nous a épaté beaucoup, c'est celle d'Apple. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais Apple est toujours là aujourd'hui. Il est quand même vivant après avoir perdu son dernier, si on veut, président, directeur général, Gil Amelio. Steve Jobs est maintenant le président actuel. Après avoir épongé toutes sortes de dettes, on parle de 708 millions au 2e quart de l'année 97, ce qui est important. Seulement 56 millions au 3e quart de l'année. Ça a été quand même
si on veut, Apple s'est repris du poil de la bête, a lancé des nouvelles machines et aussi macOS 8 qui a été extrêmement populaire. Donc Apple est quand même sur la voie, si on veut, de la restructuration. On suit ça pour vous. Une compagnie qui n'est pas sur la voie de la restructuration, c'est bien sûr Microsoft qui a une hégémonie complète sur le monde des communications maintenant, puisqu'elle a acheté la compagnie Web TV pour pouvoir implanter Internet dans les maisons. Aussi, elle a investi dans les compagnies de câbleau distribution. En plus, bien sûr, de vendre les logiciels les plus populaires au monde, soit Windows 95, Office 95 et maintenant 97, qui est le logiciel le plus vendu en 97. Alors, cette hégémonie se poursuit et Microsoft entend régner sur le web avec Explorer 4. Alors, avec les profits qu'ils font, c'est évident que combattre Microsoft, qu'on s'appelle Netscape et on a quelques millions et milliards en banque, c'est plus difficile lorsqu'on s'attaque à l'entreprise Microsoft. Mais David et Goliath, vous vous souvenez ce qui s'est passé, alors on va suivre ça aussi pour vous. Une actualité qui est quand même importante, on parle de la confusion qui règne au niveau du DVD. Les fameux lecteurs DVD qui sont sortis surtout pour le vidéo et les premiers modèles pour ordinateur, il y a toute une confusion. La raison est fort simple, c'est qu'il y avait d'abord un standard qui devait être établi par plusieurs compagnies, mais le principal problème qui est arrivé, c'est que Sony a décidé de lancer des modèles d'ici l'an 2000 qui vont supporter beaucoup plus d'informations, près de 20 gigaoctets, ce qui fait que le standard est en train d'éclater. Va-t-on avoir un standard? On va suivre ça pour vous. C'est certain qu'on espère qu'il y ait un nouveau standard parce que le CD-ROM commence à être dépassé. Vous avez des jeux qui rentrent sur 8 CD, 10 CD, c'est épouvantable. Et l'avant-dernière actualité, on parle maintenant du Java. L'avant-dernière actualité, le Java est un nouveau langage de programmation qui est en train de monter sur Internet. Est-ce qu'il va vraiment s'implanter? Peut-être. Le problème principal, c'est que Java veut devenir un standard. Donc, la compagnie Sun qui l'a mis au monde veut le laisser à des organisations internationales. Et le gros problème qu'il y a, c'est que Microsoft essaie de mettre des bâtons dans les roues du pauvre langage qui tente de devenir un nouveau langage pour peut-être un système d'exploitation, le Java OS. C'est à suivre. Et on termine avec Micro-Info, puisque nous avons organisé l'an dernier un concours qui s'appelait Mon site au cœur du quotidien, qui a été extrêmement populaire. On remercie tous les gens qui ont participé. Et ce concours-là, on va le tenir encore au printemps, concours de site web, bien sûr. Et vous allez avoir tous les détails concernant les actualités qu'on vient de mentionner sur le site web de Micro-Info cette semaine. Maintenant, nous, on parle du concours d'infographie. On vient pour vous donner des conseils sur l'achat d'un ordinateur. Micro-Info invite tous les infographes amateurs et professionnels à participer au concours Affichez vos pixels. Pour participer à ce concours d'infographie, vous devez remplir le formulaire d'inscription que vous retrouverez à Télémac 24, aux productions reprographiques, chez les différents collaborateurs de l'émission Micro-Info et dans diverses maisons d'enseignement de la région de Québec. Vous retrouverez tous les détails nécessaires sur le bulletin d'inscription. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour nous faire parvenir vos images. Une multitude de prix seront offerts aux gagnants et aux finalistes. Les œuvres des finalistes seront exposées à la foire du micro-ordinateur qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain. Les images des finalistes seront imprimées aux ateliers d'imagerie numérique des productions reprographiques. Sur place, divers services vous sont offerts. Impression laser couleur, impression grand format électrostatique et jet d'encre, le montage et le laminage sont aussi offerts sur place. Les productions reprographiques, 1995 Jean Talon Sud à Sainte-Foy. 683-1999. Nous sommes de retour avec Benoît Vachon. On va parler de l'achat d'un ordinateur parce que c'est bien certain que si vous voulez entrer dans ce monde passionnant qu'est l'informatique, ça vous prend un ordinateur pour commencer. Bonsoir Benoît. Bonsoir François. Premier conseil qu'on pourrait donner aux gens qui se lancent dans les magasins présentement? Avant d'aller dans le magasin, il faudrait premièrement que la personne évalue ses besoins. C'est un ordinateur pour le bureau, pour le travail, c'est un ordinateur pour à la maison, soit pour compléter le travail. Et est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que je suis amateur de jeux? Parce que c'est tout. Je dirais, je vais avoir des machines différentes pour chacun des cas qu'il va avoir. Je suppose que le sérieux de l'entreprise où on va magasiner est important aussi. Oui, le sérieux, bon, on parle de soit, ça fait combien de temps que la compagnie existe? Parce que c'est pas terriblement bon, je dirais, d'acheter des fois un ordinateur dans une entreprise qui vient de naître. On ne sait pas si ça va être là encore dans 2 ans. Vu surtout que si la garantie de 5 ans et que l'entreprise, ça fait même pas un an qu'elle existe. C'est ça. Il y a aussi les références que l'entreprise peut avoir, soit auprès de d'autres entreprises ou auprès de particuliers, des amis ou c'est des commissions scolaires ou des places de même qu'on va avoir. La qualité
qualité du produit, c'est sûrement un autre point important. Ben, la qualité, quand on parle de qualité, pour pouvoir évaluer la qualité d'un produit, on voit souvent des annonces dans les journaux, ou ben non, des soumissions qu'on va voir, puis je vais voir disque dur 2 GB, carte vidéo, 3D, PCI. J'ai aucune marque dans ça. C'est très difficile dans ce temps-là d'évaluer la qualité d'un produit, puis voir les différences de prix qu'il peut avoir pour justifier cette qualité-là. Honda n'est pas égal à Lada dans ce cas-là, hein? Non, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ben, faire attention, des fois, de ne pas acheter trop une vieille technologie. On achète de quoi de vieux, ben, on est dépassé assez rapidement dans ce temps-là. C'est sûr que ça coûte moins cher, mais ça va coûter plus cher en bout de ligne, qu'on va en voir. Est-ce que c'est bon de demander conseil à un ami, le beau-frère, par exemple, je ne sais pas? Ben, s'il y a des connaissances en informatique, oui. Évidemment, faut faire quand même un petit peu attention, mais demander soit à des collègues de travail qui connaissent mieux ça, parce que des fois, on va voir, bon, une marque, un disque dur Quantum, un disque dur GTS, bon, c'est quel qui est le mieux. C'est pas évident à quelqu'un qui connaît vraiment pas l'informatique de savoir quel qui est le mieux, là. Je suis convaincu qu'il y a certaines pièces dans un ordinateur qu'il ne faut vraiment pas faire de concessions lorsqu'on achète. Ben, il y a comme, je dirais, le principal morceau, c'est le moniteur. Le moniteur, c'est le morceau qui va vous durer plus longtemps de l'ordinateur. Ben, c'est le premier contact qu'on a. C'est le premier contact, exactement. Mais c'est le morceau où vous risquez, quelqu'un qui va suivre un petit peu la technologie risque de changer 3 fois d'ordinateur avant de changer de moniteur, s'il achète un bon moniteur en partant. Il y a aussi le disque dur qui est important. C'est lui qui va rouler le plus. C'est lui qui va rouler le plus, mais ça, c'est toujours, je sais pas... on peut en rajouter d'autres sans faire de remplacement, parce que le remplacement coûte cher. En rajouter d'autres, c'est sûr que ça coûte cher, mais je ne perds pas ce que j'avais avant. Au niveau des garanties? Les garanties qu'il va avoir, ben, c'est sûr, comme tu parlais d'une jeune entreprise qui donne 5 ans de garantie, on sait qu'en informatique, ça évolue très rapidement. Pourquoi donner une garantie très longue quand après 6 mois, une pièce n'existe plus? Est-ce que la personne va vouloir attendre pour le délai de réparation ou est-ce que l'entreprise va avoir la pièce de remplacement? Sinon, il va falloir qu'elle débourse encore pour acheter une pièce à moitié prix ou à moins cher que si elle l'achèterait au complet, vu qu'elle vaut quand même une certaine valeur, la pièce qui est défectueuse. Fait que là, il est obligé de payer 2 fois, dans le fond, s'il fait rajouter des surplus pour sa garantie. Donc, c'est un petit point là important. Ouais. Ensuite? On a la qualité du service de l'entreprise. Bon, si mon ordinateur brise, je le perds pendant 2 semaines de temps. Est-ce qu'il retourne à Ottawa ou à Toronto? C'est ça, le service, est-ce qu'il est fait, bon, genre, c'est ça, ici même à Québec ou chose de même. Il y a aussi, bon, une chose que j'ai trouvée très, très amusante. On a eu une cliente qui est venue magasiner un ordinateur, puis il y avait du monde qui attendait au comptoir de service. La cliente a été demandée aux autres clients, bon, le service, comment que c'est. Là, elle s'informait comment que d'autres personnes trouvaient le service. J'ai trouvé ça pas mal amusant, puis c'est quand même intéressant de le faire. On peut avoir le coût là, de l'entreprise. S'il y a plus de personnes qui font la file au service que pour faire servir dans un magasin, c'est un petit point, hein? C'est un petit point. Ça, c'est quand même justifiable des fois avec Windows 95. Puis en terminant, le dernier conseil qu'on pourrait donner aux gens là, qui magasinent présentement. Je m'en laisse encore 2. Je dirais, je vais avoir soit ne jamais acheter ce qu'il y a de plus gros comme ordinateur. Premièrement, ça coûte très cher. Deuxièmement, ça baisse rapidement de prix. Puis il y a tout le temps des nouveaux. Le Pentium 2. Le Pentium 2 pour à la maison, c'est vraiment pas utile. Il n'y a pas rien qui utilise cette performance-là encore, à moins que des logiciels spécialisés. Puis comme dernier point, je dirais, si vous magasinez à plusieurs magasins, mettons que vous avez 4 personnes qui vous disent la même affaire sur un sujet, puis un 5e vous dit une affaire qui est complètement différente de ce que les autres te disent, c'est la moyenne mathématique qu'on devrait. C'est ça, laissez tomber un peu l'autre peut-être. Genre que, par exemple, l'ordinateur que moi je vends, il va t'offrir 50 ans, il est anti-rouille, etc. C'est upgradable à 100%, à peu de frais. Tout est upgradable, mais il faut tout le temps rajouter de l'argent en bout de ligne. OK. Merci beaucoup, Benoît, pour ces précieux conseils. Ça me fait plaisir. Maintenant, lorsque vous allez avoir un ordinateur, bien sûr, vous allez voir l'équipé de différents logiciels, dont des CD-ROM qu'on appelle ludo-éducatifs. On en regarde quelques-uns. Québec, la capitale de la compagnie ABCDROM, c'est tout le Vieux-Québec et ses alentours en réalité virtuelle. Un parcours soutenu par 2 heures de séquences animées et commentées, de films d'époque, de vidéos et plus de 2000 photographies et documents d'archives. À votre guise, accédez à plus de 150 points d'intérêt par les rues de Québec, le plan thématique de la ville, la chronologie des événements ou une recherche par mots-clés. Une œuvre passionnante qui vous fait connaître les événements culturels, l'architecture et l'histoire de Québec. L'encyclopédie Encarta 97 de Microsoft a été traduite et adaptée au public de la francophonie. Abondamment illustrée, dotée de séquences vidéo, de documents sonores et d'un assistant de recherche facile, cette encyclopédie donne envie de découvrir les sujets abordés. Divers parcours thématiques sont proposés, de même qu'une chronologie servant à situer les principaux événements de l'histoire et à accéder aux articles. Le dictionnaire proposé constitue un excellent complément. La version 98 de l'encyclopédie devrait paraître d'ici quelques jours.
L'Atlas Encarta 97 de Microsoft permet la découverte interactive de notre planète. Le système de navigation virtuelle en 3 dimensions combine cartes, photos, sons, statistiques, vues en 3D, articles et liens Internet. 1,2 million de lieux peuvent être explorés. Environ une dizaine de types de cartes illustrées ou muettes peuvent être imprimées. Avec ses photos, musique et prononciations locales, cet atlas donnera le goût du voyage. La version 98 est aussi attendue dans les prochains jours. Adi de Cocktail Sierra souhaite assurer la réussite scolaire de vos enfants. Le célèbre petit extraterrestre venu jouer avec les enfants et les guider dans leur apprentissage a effectué un impressionnant retour cette année. Les enfants de 8 à 15 ans pourront progresser à l'école en français et en mathématiques sous l'œil attentionné de Adi. La nouvelle version est dotée d'un module Internet qui permet à l'enfant de naviguer sur le web, d'échanger avec des amis et d'assister à des classes virtuelles en toute sécurité. Mon atelier de cinéma en 3D, développé par Softimage pour Microsoft, bien que destiné aux enfants, ravira sans doute aussi les parents. Dans ce studio virtuel de création de films, il faut d'abord choisir un décor, puis des personnages et des accessoires. Ils peuvent être manipulés, déplacés et transformés. Après avoir choisi l'angle de vue, créé les effets sonores et écrit les dialogues, la caméra pourra enregistrer le dessin animé en 3 dimensions. Cinémania 97 de Microsoft est l'outil de référence idéal pour les cinéphiles. Répertoriant plus de 20 000 titres ainsi que les commentaires de célèbres critiques américains, Cinémania 97 vous permettra d'approfondir vos connaissances du cinéma. Vous en apprendrez plus sur les acteurs ainsi que les réalisateurs. Une mise à jour est disponible sur le site Internet de Cinémania. Le Petit Robert de l'Iris Interactive frise la crise d'identité. Le Petit Robert n'est plus petit du tout. Avec ses 150 000 liens hypertextes, 30 000 mots étrangers, 9 000 illustrations sonores et 450 000 formes fléchies, dont 6 400 verbes conjugués, le Petit Robert a pris quelques livres. Le dictionnaire bénéficie d'un étonnant moteur de recherche qui laisse le choix entre plusieurs critères: phonétique, étymologie, citation, œuvre de référence ou recherche libre. Bibliorum Larousse de Microsoft, une coproduction franco-américaine, est une encyclopédie sérieuse, moins spectaculaire qu'Encarta, mais plus érudite. Le Bibliorum, c'est à la fois le Petit Larousse illustré, le Thésaurus Larousse, le dictionnaire des citations françaises et étrangères et 3 dictionnaires bilingues, anglais, allemand et espagnol, réunis par l'interface de Bookshelf, un outil qui plaira sans doute aux littéraires. L'encyclopédie de la consommation Protégez-vous des logiciels de marque contient près de 1500 tests, enquêtes, guides d'achat et dossiers publiés entre octobre 92 et septembre 97 dans le magazine des consommateurs québécois. Convivial et interactif, le CD-ROM Protégez-vous est facile à utiliser grâce à des outils de recherche vraiment efficaces. En un instant, vous trouverez toute l'information que vous cherchez. Flight Simulator 98 de Microsoft rend la simulation de vol aussi réaliste que possible. La nouvelle version du célèbre simulateur de vol PC repousse toutes les limites de la technologie et du réalisme. 3000 aéroports, 45 villes, 7 avions et un hélicoptère au choix. Un réalisme à couper le souffle, un mode multijoueur pour voler en formation ou bien participer à des shows aériens virtuels. Vous n'avez jamais été aussi près de voler. Flight Simulator 98 s'adresse à tous les types de pilotes virtuels, chevronnés ou débutants, mais requiert un ordinateur très puissant. Nous allons maintenant parler des 10 logiciels les plus importants qui sont sortis dans les 2 dernières années avec Ghislain Lévesque. Bonsoir, Ghislain. Salut, François. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de systèmes d'exploitation comme Windows 95 et Windows NT4. Absolument. Même si plusieurs utilisateurs disent que Windows 95 a peut-être amené certains problèmes. Avec certaines solutions, on a amené beaucoup de problèmes. Je pense que Windows 95 a quand même été un système d'exploitation qui a révolutionné le monde de l'informatique dans les dernières années. On ne peut pas passer à côté de ça. Bien sûr, NT, François, pour les professionnels, si on parle de workstation ou pour les réseaux, lorsqu'on parle de serveurs, ça a quand même grugé beaucoup de pourcentage de marché, là, justement, de nouvelles. Donc, ces 2 produits qui ont quand même initié tous ceux qu'on va... Puis ça a des produits qui ont été extrêmement vendus, ce qui fait que, bon, ça témoigne quand même de la reconnaissance, si on veut, des clients. Absolument. Il y a eu beaucoup de plaintes aussi de Microsoft, mais tous les produits en ont, ça, j'en suis convaincu. Oui, absolument. Au niveau des suites de bureautique, ça a été particulièrement foisonnant. On en a eu de toutes les sortes et tous les prix aussi. Oui, toutes les sortes, tous les prix, bien sûr. Bon, des suites qui sont peut-être un peu plus populaires que d'autres. On va voir, bien sûr, les suites de Microsoft. Office 95 dans un premier temps, qui, je pense, a marqué beaucoup plus
que Office 97, dans le sens qu'on amenait enfin des applications 32 bits, des applications qui commençaient à avoir une façon de penser un peu différente. Office 97 qui est arrivé un petit peu plus tard avec d'autres possibilités. Donc, 2 produits, bien sûr, très, très populaires. Et on a eu la contre-attaque de Corel qui avait acheté finalement la fameuse suite WordPerfect. Ça, Oui. c'était un très bon point pour WordPerfect. Oui, pour WordPerfect, oui, parce que sous l'empire de Novell, WordPerfect a carrément chuté. Au niveau des parts de marché, ça a complètement chuté. On a eu d'abord la version WordPerfect 7. Dans un premier temps, si on se souvient, François, la version française de WordPerfect 7 est sortie un petit peu avant celle de WordPerfect 8. 8 en anglais. Donc, WordPerfect 8 est un produit qu'on avait évalué, qu'on avait trouvé vraiment très impressionnant. Et un bon produit qui fait une bonne concurrence à Microsoft. Et peut-être le grand oublié des suites de bureautique, c'est le Smart Suite. Oui, en fait, celui qui a le moins de pourcentage de parts Lotus. sur le marché, c'est justement la suite de Lotus. D'excellents produits. Je pense que le seul problème, c'est justement le fait que ce n'est pas un produit qui est très étendu, qui est très utilisé, ce qui nous empêche d'être énormément compatible avec nos collègues. Puis en général, au niveau de cette évolution de suite-là, ce qu'on a remarqué aussi, c'est la grosseur qu'elle occupe sur nos disques durs, ces fameuses Oui, suites. ça aussi, c'est une évolution. C'est abracadabra, ça n'a aucun bon sens. 100, 200 MB. Ça passe de 25-30 et maintenant on est rendu à quoi? 200 quelques MB pour les dernières suites. Les mêmes bureautiques. outils. Donc ça n'a aucun bon sens. Peut-être pour les gens qui, des fois, veulent migrer là, vers les autres suites, les anciennes suites, même Office 4.2, tout ça, c'est encore utilisé puis c'est encore bon. Hein? Absolument. En fait, je pense que la suite la plus stable a bien sûr été Office 4.2 parce que par la suite, on a amené sur Windows 95 des suites bureautiques et bon, ça n'a peut-être pas toujours été un grand succès. Maintenant, moi, je vais vous parler de quelques logiciels dans les suites graphiques qui nous avaient beaucoup impressionnés. Il y a évidemment 2 compagnies dans le monde du PC qui sont très solides. On parle de Corel et d'Adobe. On va poursuivre avec Corel. On a eu droit à Corel Draw 6, Corel Draw 7 dans les 2 dernières années parce que Corel, à chaque année, sort une nouvelle mise à jour de cette populaire suite. D'ailleurs, Corel Draw 8 va être lancé dans 2-3 semaines environ. C'est vraiment une suite qui était révolutionnaire, surtout la version 6 lorsqu'elle est arrivée parce qu'elle était aussi 32 bits, fonctionnait bien sur Windows 95, une intégration des menus qui était extrêmement intéressante et surtout une suite plus complète. On avait Corel Draw et Corel PhotoPaint qui étaient bien intégrés ensemble. Un outil évidemment vectoriel qui est Corel Draw et un outil bitmap pour faire de la retouche de photos par exemple, qui est PhotoPaint. C'était un produit exceptionnel pour sa catégorie. Et bien sûr, ce produit-là a eu de la concurrence. On parle de la compagnie Adobe, qui au lieu d'avoir un seul produit qui réunit les 2 types de fonctions principales qu'on a dans Corel Draw, il y en a 2. On a Adobe Photoshop 4, la version 4.0, et Adobe Illustrator, version 7.0, qu'on a testé plus tôt cette année, qui sont des produits du même calibre, sinon supérieurs, dépendamment évidemment des opinions politiques et des allégeances qu'on a. Photoshop 4, c'est l'outil qui permet de faire de la retouche photo sur bitmap, etc. et de l'édition, pas de l'édition, mais vraiment de la création de dessins. Et Illustrator, c'est vraiment le spécialiste au niveau du dessin vectoriel, ce qui fait que ça concurrence directement. Et ce qui avait d'intéressant dans cette suite-là, c'était vraiment l'intégration des 2 produits, un dans l'autre, lorsqu'on a les 2, bien sûr. Maintenant, Justin, on va parler d'accessoires qu'on peut appeler comme ça. Oui, en fait, comme on le mentionnait quand on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est que ce sont des produits, quand on parle d'accessoires, des produits qui malheureusement ne sont pas disponibles dans les suites bureautiques qu'on utilise présentement, que ce soit Microsoft, WordPerfect ou Lotus. Et WinFax Pro, c'est un logiciel de fax. Oui, c'est un logiciel qui nous permet d'envoyer des fax directement de l'ordinateur. C'est un bijou pour l'envoi de fax. C'est vraiment un produit qui est excellent. A passé de la version 4 à la version 7, je pense, et là par la suite la version 8. Ce qui est très pratique pour les gens. Et une autre chose, si vous avez une suite en bureautique, on a un correcteur au Québec qui est très bien fait, le correcteur 101. Absolument. Et c'est parce que le correcteur qui est dans Office ou dans Corel, c'est pas toujours le meilleur logiciel, ça repose pas nécessairement sur les meilleures connaissances. D'ailleurs, la semaine prochaine, à la 101e émission de Micro-Info, on va vous présenter ce logiciel-là, on va en parler en détail. Alors, ça va être surveillé la semaine prochaine. Ben, Justin, merci beaucoup, on se revoit à la fin de l'émission. Parfait, merci François. Et maintenant, lorsque vous aurez bien travaillé avec tous ces logiciels-là, vous allez pouvoir jouer et on a 10 jeux à vous présenter qui ont retenu notre attention dans les 2 dernières années. Command & Conquer de Westwood Studios est un jeu de stratégie qui a popularisé un genre maintenant omniprésent dans l'univers des jeux. Le Tiberium, seule ressource encore disponible sur Terre, fait l'objet de toutes les convoitises. La lutte pour son contrôle et donc pour celui de la planète s'engage entre 2 grandes puissances. Il faut choisir celle que l'on souhaite commander à travers une série de missions. La confrérie NOD ou le groupement de défense internationale. Il faudra construire et gérer sa base, exploiter le Tiberium au maximum et diriger les unités de combat, des simples soldats aux tanks
tanks gigantesques en passant par les hélicoptères et les croiseurs. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, Command & Conquer est une référence parmi les jeux de stratégie en temps réel. Une suite, Red Alert, est parue l'hiver dernier. Need for Speed de Electronic Arts est un jeu de course qui nous avait fortement impressionnés en 1995. Piloter des voitures de rêve dans des décors superbes est une réalité. Sur une multitude de circuits, le joueur se mesurera à des concurrents humains ou à un adversaire géré par l'ordinateur, ou bien optera pour une course contre la montre. La voiture réagit parfaitement de façon très réaliste et la sensation de vitesse est très bien rendue. Selon les circuits, il faudra éviter des voitures venant en sens inverse ou se méfier des véhicules de police toujours prêts à nous prendre en chasse pour excès de vitesse. Le jeu a connu une popularité telle qu'une nouvelle version, Need for Speed 2, est disponible depuis peu. Duke Nukem 3D de Treated Realms est arrivé au moment où les accros de Doom en demandaient toujours plus. Duke Nukem 3D a renouvelé le genre alors que Quake n'a su que l'améliorer graphiquement. À première vue, rien ne distingue Duke Nukem 3D des sempiternels clones de Doom, mais la différence s'affirme en quelques minutes de jeu. On peut influer sur tous les éléments des décors, briser les vitres, plonger une pièce dans le noir en détruisant les ampoules ou en actionnant l'interrupteur, tirer parti des caméras de surveillance, etc. Il est aussi possible de voir le héros que l'on incarne, Duke. Le jeu fourmille de trouvailles et de touches d'humour, ainsi on pourra mettre en place un hologramme de Duke pour tromper l'ennemi, un faisceau laser annihilant celui qui le traverse. Gabriel Knight 2 de Beast Within de Sierra permet de jouer alternativement les rôles de Gabriel Knight et de Grace Nakamura, sa partenaire. De son château bavarois, Gabriel se lance dans une enquête de disparition alors que les loups-garous rôdent dans l'ombre. L'intrigue a visiblement été peaufinée et les indices sont judicieusement distillés au cours de l'aventure. L'interface est pratique et simple d'emploi. L'esthétique du jeu est soignée, mélangeant avec bonheur les photos numérisées de décors et les séquences filmées. On visitera les environs de Munich, on apprendra l'histoire de Louis II de Bavière et on étudiera les œuvres de Wagner. Cela change un peu de la routine sanguinaire de certains jeux vidéo. Grand Prix 2 de Microprose est une simulation de Formule 1 d'une très grande qualité. Les circuits, les équipes, les pilotes ainsi que les véhicules sont reproduits minutieusement avec un souci du détail renversant. Les caméras multiples offrent de nombreux angles de vue, du cockpit aux ailerons, ce qui donne l'impression de regarder un Grand Prix à la télévision. Cependant, on ne demeure pas passif très longtemps devant les qualifications, arrêts au puits et accidents spectaculaires, surtout en mode multijoueur. L'achat d'un volant de course sera justifié par un jeu de cette qualité. La possibilité d'ajuster tous les réglages de son véhicule et de mettre à jour toutes les statistiques du jeu pousse le réalisme technique de Grand Prix 2 si loin que Jacques Villeneuve lui-même en est un fan. Diablo de Blizzard se déroule dans un monde médiéval onirique et gothique. L'ambiance est prenante grâce à des décors sombres, des éclairages faibles et des bruitages adaptés. Les animations de la centaine de monstres sont extrêmement détaillées. Dès le début, on doit choisir le personnage que l'on souhaite incarner, un guerrier, une archère ou un sorcier. La quête sera longue, il faudra vaincre les périls qui hantent les souterrains dévastés et pervertis de la cathédrale. Les armes, les objets magiques et les sorts seront des alliés sûrs. Les donjons ne sont pas uniquement peuplés de monstres errants étant donné que l'on peut accomplir certaines quêtes à plusieurs en mode multijoueur. En effet, pour la première fois, il était possible de participer à un jeu de rôle avec d'autres joueurs par le biais d'un service gratuit, Battle.net de Blizzard. Tomb Raider de Eidos Interactive est le prototype d'une nouvelle génération de jeux. L'intrigue est simple, le personnage principal, Lara Croft, déambule dans de vastes complexes souterrains pour retrouver 3 objets. L'héroïne sait nager, courir, sauter, actionner des leviers et dégainer ses pistolets. L'animation du personnage est époustouflante. Bien qu'elle ne soit composée que de polygones, ses mouvements sont très réalistes. De plus, 4 caméras suivent Lara en permanence, effectuant des travelling et des zooms. Le joueur a vraiment l'impression d'être au cœur de l'action. Les films d'aventure et d'action avaient Indiana Jones comme héros. Les jeux d'aventure et d'action ont maintenant leur héroïne, Lara Croft. Le succès de Tomb Raider fut tel qu'une suite sera disponible sous peu. Quake de ID Software, les concepteurs de Wolfenstein 3D et Doom, innovaient techniquement en 1996. Bien que les panoramas du jeu soient sombres, Quake a eu le mérite de proposer une multitude de résolutions graphiques allant jusqu'à 1024 par 768 pixels. Le choix des textures appliquées sur les décors, l'utilisation des éclairages en temps réel et la qualité du détail des créatures polygonales ont abasourdi plusieurs joueurs. La possibilité de regarder librement les différentes pièces donne aux joueurs une sensation d'immersion et de perspective tridimensionnelle. Il ne manque plus que le casque de réalité virtuelle. Quake s'apprécie surtout en réseau à plusieurs, contrairement à Duke Nukem 3D. Les duels ou deathmatch ainsi que les variantes multijoueurs comme la capture du drapeau sont très appréciés.
Team Hospital est notre prescription de l'année. Un simulateur d'hôpital, absolument. Il faut s'occuper de la construction et de la gestion de son hôpital, des bureaux de consultation aux toilettes en passant par le réglage du chauffage central. Il faut aussi engager soi-même le personnel, réceptionniste, infirmière, médecin et concierge. Le malade, quant à lui, est d'abord une source de revenus. Il faut donc raccourcir les délais de prise en charge, de diagnostic et de soins afin qu'un autre patient vienne remplir les caisses. L'humour sera au rendez-vous dans ce jeu exceptionnel. Les patients qui accourront à l'hôpital ne souffriront pas de maladies ordinaires. Sosie d'Elvis, homme invisible, tête enflée et langue pendante devront être guéris. Au fur et à mesure que les niveaux se succéderont, le jeu se complexifiera. Vous devrez former les jeunes médecins qui sortent de l'université, répondre aux alertes épidémiques, rechercher de nouveaux remèdes, etc. Comanche 3 de Nova Logic est un simulateur d'hélicoptère de combat qui présente en temps réel des paysages en 3D extrêmement détaillés. Effets de lumière, fumée, nuages vous attendent durant le vol. La dimension sonore n'est pas laissée au hasard, non plus. Les sons reproduisent à la perfection le vacarme des explosions et le tumulte authentique des combats. Afin de manœuvrer adéquatement l'hélicoptère Comanche, une série d'entraînements ainsi qu'une bonne manette de jeu seront nécessaires. Pour réussir les 30 missions proposées dans différents environnements, il sera indispensable d'écouter son copilote et de surveiller ses radars. Nous allons maintenant parler de matériel informatique d'équipement que nous avons testé dans les 2 dernières années et qui nous avait impressionné à leur début, qui aujourd'hui peut être, si on veut, la balloune dégonflée, mais en tout cas, vous nous comprenez. Je suis avec Alain Moteur. Bonsoir Alain. Bonsoir. On va commencer par les cartes vidéo. Il y a vraiment eu une évolution et même un duel sans merci qui s'est livré dans les 2 dernières années entre des compagnies canadiennes. Moi, je dirais littéralement une explosion. On a vu apparaître le 3D partout. Jamais on avait vu ça avant, les textures 3D, une explosion. C'était vraiment du 2D. On n'y voyait rien. Puis là, maintenant, on a des belles coches, activer les textures 3D. Et là, on a des roulements de fumée, toutes sortes de belles choses qui sont apparues avec ça. La première qui a lancé ce bal-là, c'est la Mystique de Matrox. Absolument. La Mystique, la toute première qu'on avait arrivée au début, très, très impressionnante. C'était très performant, une carte qui se vendait pas nécessairement très cher, que les gens étaient capables de se payer, qui était vraiment axée multimédia. C'était fait pour les jeux. Enfin, une carte fait exclusivement pour ça. Et la réplique, c'est pas fait attendre très longtemps. Cette année, ATI a répliqué. ATI réplique très fort, a sorti dans la dernière année 2 processeurs 3D, le Rage et le Rage 2. Il y a eu une évolution déjà en dedans d'une demi-année. On a vu ça partir. Matrox est d'ailleurs revenu par la suite avec une carte encore plus rapide, la Matrox Mystique 220, qui est une version améliorée de l'original. ATI et Matrox se livrent d'ailleurs une bataille. Aujourd'hui encore se livre une bataille. On a la ATI qui a lancé le Expert at Play et le M3D de Matrox qu'on va d'ailleurs évaluer dans les prochaines semaines. Alors c'est un combat encore très chaud. Au niveau des équipements, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ceci, des zip drive. Oui, les fameux zip drive, tant pratiques pour leur portabilité à cause de leur branchement sur port parallèle. Très lent par contre, c'est le constat que les gens retirent en général de la version parallèle du zip drive. Toi, la SCSI, beaucoup plus rapide. Très pratique, 100 MB. À l'époque où les disquettes commençaient à être vraiment désuètes, là, on avait besoin de 20 et de 30 disquettes des fois pour transporter un petit programme très simple. Puis on a aussi le grand frère du zip drive qui est à 100 MB. Maintenant, le grand frère, c'est le Jazz. Le Jazz, c'est 1 GB de capacité. C'est vraiment un disque dur amovible. À l'intérieur, on a des plateaux de disque dur. C'est la même mécanique, les mêmes performances qu'un disque dur SCSI de base. Donc, c'est vraiment très performant. Cependant, c'est beaucoup plus dispendieux, mais c'est pas pour le même usage. D'ailleurs, le Jazz 2 s'en vient et lui va supporter, bien sûr, 2 gigaoctets. Une autre technologie qui est apparue assez récemment et qui a fait tout un boom dans l'industrie de la photographie, ce sont les caméras digitales. Et oui, la photo numérique, directement, on prend notre paysage plus de pellicule. En numérique, fini la pellicule, fini les développements longs et fastidieux. Immédiatement, on arrive à la maison, on branche le câble dans la caméra, c'est parti dans l'ordinateur. Il ne nous reste plus qu'à le faire imprimer. On avait même des de qualité. Différents modèles qui avaient des écrans à cristaux liquides pour prévisualiser les photos. Ça, c'était vraiment excellent. Si la photo est ratée, on la reprend sur le champ. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a encore plein de modèles qui sortent qui sont encore plus performants les uns que les autres. Au niveau des gadgets, il y en a un que moi j'ai particulièrement apprécié et que dans l'équipe de Micro-Info, il y a plusieurs personnes en s'en sont procuré un. C'est le pilote de S-Robotics, un petit agenda personnel très simple qui permettait de faire toutes sortes de choses, avoir par exemple des rendez-vous, avoir ses tâches à faire, etc. Et avec un petit crayon qui est sur le côté que je vais prendre, qui permet justement de faire toutes sortes de petites choses.
Parlant de petites choses, dans les ordinateurs portables, le libretto de Toshiba nous a impressionnés lorsqu'il est sorti. Il était extrêmement petit, vous allez voir, ça tient dans la main. Bien sûr, c'est basé sur un processeur, un Pentium 75. C'est pas extrêmement puissant, mais c'est la première génération. Regardez, ça tient dans ma main. Et c'est entièrement multimédia. Nous, on a tombé à terre lorsqu'on a vu ce magnifique modèle. D'autres compagnies ont répliqué. Et dans le domaine des portables, ça évolue beaucoup. Les portables haut de gamme sont rendus maintenant avec des écrans 13,1 pouces. Donc, ça a vraiment bien évolué, mais c'est encore très cher, certains modèles. Les imprimantes à jet d'encre, maintenant, depuis 2 ans, qui n'a pas acheté ou entendu parler des imprimantes à jet d'encre? L'imprimante à jet d'encre, maintenant, je dirais, carrément remplacé l'imprimante matricielle. Avant, l'imprimante de base était la matricielle. On a vu apparaître les imprimantes à jet d'encre. Et non seulement ça, à peu de frais, on pouvait adapter pour mettre la couleur dans les imprimantes. Puis si maintenant, la couleur, c'est devenu un standard, acheter une imprimante à jet d'encre maintenant, c'est acheter une imprimante avec de la couleur. Une raison pour laquelle une imprimante à jet d'encre coûte cher, c'est ces fameuses petites cartouches. Hein. Vous savez, c'est comme les rasoirs. Les rasoirs coûtent rien, mais les lames coûtent cher. Donc, en matière de jet d'encre, calculez le prix que vous avez investi dans vos cartouches d'encre, vous avez dépensé finalement. Ça monte sûrement au prix de votre imprimante en 2 ans, ça c'est certain. Et oui, le remplacement, particulièrement la couleur, qui coûte très cher. L'avant-dernière chose dont on doit parler, ce sont bien sûr les fameux processeurs MMX qui sont sortis, qui ont vraiment surpris tout le monde, surtout le K6 d'AMD qui était très surprenant. Le K6 qui a été, je dirais, une surprise sur le marché. Un processeur qui sort, pour la plupart des gens, de nulle part, bien que ça fasse 6 ans que le processeur existe, développé par une autre compagnie, racheté par AMD, d'où le fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. La compatibilité, c'est déjà dépanné, ça a déjà été remodifié pour être 100% compatible x86, donc les fonctions XT. Le K6, une belle surprise, 100% MMX, les performances sont là, le rendement est là. Et la dernière chose qu'on a testée, qu'on avait eu beaucoup de plaisir à travailler avec dans les dernières semaines, ce sont les tables à dessin, comme par exemple celle de Wacom ici, la Pen Partner, qui se vend en bas de 100 $. Pour vraiment travailler à l'écran, c'est super, super plaisant. Et c'est dans le feu notre revue du matériel des dernières années. Merci beaucoup, Alain. Plaisir. Maintenant, si vous naviguez sur Internet, il est possible que vous téléchargez ce qu'on appelle des partagiciels. On vous en recommande 10 à l'instant. Netscape Navigator est le furteur web multiplateforme le plus populaire. 4 versions nous ont été présentées au cours des 2 dernières années. La suite Communicator 4.0 comprend le logiciel de navigation principal, les outils de messagerie électronique et les outils de collaboration en temps réel. Microsoft Internet Explorer est le furteur web qui aspire au premier rang. 4 versions nous ont aussi été présentées au cours des 2 dernières années. Explorer 4.0 comprend des outils semblables à Communicator 4.0, mais met de l'avant de nombreuses innovations pour intégrer le navigateur dans votre système d'exploitation. WinZip permet l'ouverture et l'extraction des fichiers compressés de type zip. Comme la majorité des logiciels circulant sur Internet sont compressés pour sauver du temps au téléchargement, WinZip est alors un incontournable des logiciels d'archivage de données. AC/DC est un visionneur d'images hors pair qui supporte la plupart des formats de l'industrie. En plus de permettre un visionnement plein écran, AC/DC permet de feuilleter et d'organiser rapidement les images contenues dans un même répertoire, ce qui permet une gestion efficace de vos banques d'images. ICQ vous permet de savoir si vos amis, collègues ou parents sont présentement branchés sur Internet à condition qu'ils utilisent ICQ. Avec ce logiciel, vous pouvez écrire de courts messages à vos correspondants, converser simultanément avec un maximum de 6 personnes et échanger des fichiers en direct. GetRight est un utilitaire de téléchargement de fichiers des plus utiles. Si votre connexion est coupée, GetRight vous permettra de reprendre votre téléchargement là où il a été rompu. Vous pouvez également programmer GetRight pour planifier vos téléchargements nocturnes. WebExpert, conçu au Québec, est considéré comme l'éditeur de pages web le plus facile et le plus complet qui soit en français. Avec WebExpert, vous intégrerez dans vos pages web les commandes du code HTML à l'aide d'un simple clic de souris. Votre créativité ne sera donc plus limitée par vos connaissances du langage HTML. NetMedic peut vérifier l'état de santé de votre connexion Internet. Si vous éprouvez des problèmes avec votre connexion, NetMedic vous permettra d'en diagnostiquer la cause. Une prescription vous indiquera quel correctif pourrait être apporté. PaintShop Pro est un outil vous permettant de visionner, d'éditer et de convertir vos images. Il supporte au-delà de 30 types de formats de fichiers images, ce qui en fait un des logiciels graphiques des plus compatibles. La palette d'outils simplifiée et les différents types d'effets disponibles vous permettront d'éditer avec aisance vos images.
Le Pointcast Network vous assure de rester informé sur les derniers développements de l'actualité dans les secteurs d'activité qui vous intéressent. Nouvelles internationales, marché boursier, technologie, arts et spectacles, météo, tout y est. Ce journal futuriste est entièrement paramétrable et peut servir à la fois d'économiseur d'écran. Nous allons maintenant vous donner les 10 commandements de l'internaute et pour ce faire, on a déformé des proverbes existants. Alors, on va en parler avec Martin Léveillé. Bonsoir Martin. Salut François. Alors, le premier proverbe qu'on a modifié, on va le dire le commandement, c'est « Déroulez votre page 7 fois avant de cliquer ». Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, disons que pour recevoir beaucoup de courriers, pour lire beaucoup de choses sur Internet, je m'aperçois que la qualité du français est souvent déficiente. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est avant de cliquer sur « Envoyer » ou « Soumettre », quand c'est un formulaire d'abonnement ou d'inscription, relisez donc ce que vous avez écrit. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. La seule petite exception que je verrais, c'est IRC, bavardage, ces choses-là. C'est assez habile. Si on veut, des petits acronymes là, pour des BRB pour Be Right Back. Exactement. C'est accepté, puis on ne revient pas sur les fautes de frappe. Alors, le second proverbe va comme suit. Mieux vaut une Lada qui roule qu'une Ferrari au garage, ou si on veut, petit train va loin. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on en a parlé un petit peu tantôt. Le fait, c'est que les logiciels s'en viennent avec beaucoup d'embonpoint, ça grossit continuellement. Il y a des gens qui ont des petits systèmes, des petits ordinateurs. Alors, avant de télécharger quelque chose, c'est de s'assurer que son ordinateur est capable de rouler le dit logiciel. Souvent, dans le cas des furteurs, par exemple, il existe des versions étendues, des versions abrégées. Alors, on regarde avant, puis on s'assure d'abord que notre ordinateur va être capable de fonctionner. J'ai maintenant une affirmation à vous faire, c'est que je ne suis pas et ne serai jamais un rat de laboratoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça aussi, ça a rapport au téléchargement. En l'occurrence, ça parle des versions bêta. Au début d'Internet, j'étais très enthousiaste, évidemment. Je téléchargeais n'importe quoi. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Mais on s'aperçoit vite que c'est pas vraiment tant le fun que ça. De reformater son ordinateur chaque semaine. Exactement, ça cause des problèmes. Alors, à moins vraiment que votre travail l'exige ou encore d'être un hobbyiste, un technovore, là, laissez faire, attendez la version finale. L'intelligence artificielle n'est pas le lot de tous les robots. On parle de robots de recherche ici? Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que les recherches, les robots ne penseront pas pour vous autres, OK? C'est pas parce que nous, on sait qu'est-ce qu'on cherche que le robot le sait. Alors, l'idée, c'est d'écrire le plus de mots possible pour avoir une recherche le plus efficace possible. Et là, je ne vais pas chanter parce que c'est une chanson. Travailler, c'est trop dur et voler, c'est pas beau. Demander la permission, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça s'adresse surtout aux concepteurs de sites web. Des emprunts? C'est ce qu'on appelle des emprunts, soit aller emprunter des images ou même des textes, ou peu importe, des petits bouts de script sur d'autres sites. Quand vous le faites, quand c'est possible, demandez la permission, indiquez la source et aussi mettre un lien vers l'endroit où vous avez pris ça. Le festival du copier-coller. Monsieur Christie fait de bons biscuits. Ce n'est pas la publicité pour les biscuits, alors qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça fait référence aux cookies. Les cookies. Il existe une espèce de petite paranoïa là, sur les cookies. Beaucoup de monde pense que les cookies, c'est dangereux, ça va faire exploser ma machine. C'est pas vrai du tout. Les cookies, ce sont des petits fichiers texte qui effectivement s'écrivent sur votre disque dur, mais c'est pas très engraissant, là, ça prend très peu de place. Et c'est utile surtout aux sites interactifs et à des jeux, des choses comme ça. Si vous voulez désactiver, vous allez perdre beaucoup. Est-ce que les virus, c'est pour les autres? C'est pas pour les autres, par contre, c'est accompagné de beaucoup de mythes. Vous ne pouvez pas avoir de virus en lisant votre courrier. Vous ne pouvez pas avoir de virus en téléchargeant des images. Vous ne pouvez pas avoir des virus en acceptant des cookies. Les virus, ça s'attrape seulement en exécutant des programmes ou en installant des programmes. Bon. Et ça prend votre consentement pour faire ça. Les murs ont des oreilles et Big Brother vous surveille. On ne fait pas référence encore aux cookies, là, non? Non, là, c'est plutôt l'aspect sécuritaire d'Internet qui est en cause. Les gens ont encore un petit peu peur à laisser leur numéro de carte de crédit. Par expérience, j'ai acheté des livres, des CD, plein de trucs. Il n'y en a pas de problème. C'est aussi sécuritaire que d'aller au restaurant. Et sur Internet, bien sûr, la politesse est de mise, hein? Oui, comme n'importe où. Ce qui arrive sur Internet, c'est que l'anonymat favorise un peu l'expression libre du langage. Alors, restez avec un langage courtois. Et aussi, un autre petit truc, essayez d'éviter d'utiliser les majuscules à outrance parce que c'est comme crier sur Internet. Et finalement, Internet, quand tu nous tiens, là, c'est dangereux. Ben ça, c'est le dernier petit conseil que je peux vous donner. C'est, il n'y a pas juste ça dans la vie. Essayez de limiter vos sessions à quelques heures. Pas 40 par semaine, là.
En fait, non. C'est plutôt d'avoir plusieurs courtes sessions que d'en faire pendant 12 heures à d'affilée. Et vous allez mieux dormir et vous ne verrez pas de petits fantômes, là, de petits Pac-Man ou de petites cochonneries en vous couchant. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir. Maintenant, pour votre navigation, nous avons sélectionné 10 sites web qu'on vous présente à l'instant. Alta Vista est un engin de recherche des plus performants pour les internautes qui sauront l'apprivoiser. L'utilisation prudente d'opérateurs booléens et des différents paramètres d'Alta Vista vous permettront de préciser vos recherches. Yahoo est un système d'aide à la recherche qui comprend un index thématique, un outil de recherche automatisé et un agent collecteur qui visite périodiquement certains sites d'intérêt. Les sujets sont classés selon une hiérarchie comportant 3 à 5 niveaux. La Toile du Québec est un répertoire à vocation exhaustive des sites québécois. Le classement par catégorie permet aux internautes de mieux se retrouver dans la multitude de sites et ainsi planifier des séances de navigation plus productives. Les petites annonces classées du Québec regroupent les annonces des particuliers du Québec entier en tenant compte des distances. Ainsi, en indiquant où vous êtes, vous pourrez voir les annonces le plus près de vous en premier. Le site Branchez-vous sur le web est un hypermédia d'actualité Internet qui informe les francophones du monde entier sur les dernières actualités, les événements à ne pas manquer et les nouveaux sites à consulter. CNET est un réseau d'information englobant une dizaine de sites web remarquables. News.com concerne l'actualité informatique, Game Center, les jeux vidéo, Download.com, les partagiciels, etc. Une référence hors pair. MapQuest, un site web interactif qui contient un atlas nord-américain détaillé. Vous y trouverez une base de données permettant de reconnaître les endroits d'intérêt à visiter et un outil intégré qui peut créer des itinéraires complets pour des voyages partout en Amérique du Nord. La boîte à recettes web contient une banque de données sur tout ce qui touche la fine cuisine. Ce site très complet offre la possibilité de rechercher des recettes par catégorie et aussi d'ajouter ses propres recettes. La boîte à recettes web sera sûrement satisfaire tous les internautes gourmets et gourmands. Jeuxvideo.com est le site de référence pour tous les amateurs de jeux vidéo en français. Des centaines de trucs et astuces sont disponibles dans l'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo. Vous trouverez aussi des démos et mises à jour à télécharger, des nouvelles de l'industrie des jeux et plus encore. Le site web de Microinfo est le complément idéal de l'émission. La 4e version du site repose sur une interface des plus conviviales. Vous y retrouverez les chroniques sur les jeux, les logiciels et le matériel, ainsi que les actualités de la semaine et nos signets favoris. Alors, nous sommes de retour avec Réal Provost, qui a amené en studio un rayon de sa bibliothèque. Bonsoir, Réal. Bonsoir, François. On va donner aux gens une dizaine de livres qui sont des livres de chevet ou des livres de référence. On commence par Windows 95, bien sûr. Hein? Oui, on commence avec Windows 95. Disons, un des premiers livres qui est sorti sur Windows, le merveilleux Windows. Tout était beau, tout était fantastique. Il n'y avait pas de problème dans la vie. Il n'y avait pas de problème dans la vie. C'était amusant. Windows par-ci, Windows par-là. Ensuite, le monde a commencé à se poser des questions. C'est là qu'est apparu Windows 95 secret. Donc, ça commençait à répondre aux questions. C'était intéressant. On apprenait comment travailler avec les plug and play, tout ça. C'était bien amusant. On était capable de résoudre certains problèmes. Mais suite à ça, je crois qu'il y a des problèmes un peu plus sévères qui sont arrivés. C'est là qu'est arrivé le fameux kit de ressources techniques. C'est en plein ça. Le kit de ressources techniques, disons que cela, c'était vraiment le livre de débogage pur là, pour Windows 95. Je croirais, point de vue que ce soit nouveau, débutant ou même le technicien, je crois que c'est un des livres, un des plus chers sur Windows 95 et peut-être un des livres qui a été le plus vendu malgré son prix qui était élevé là, au début. Pour le PC, on a une Bible. Ensuite, pour le PC, en plein ça, on remarque que c'est un livre vraiment volumineux, très épais. Pourquoi? C'est fort simple. L'évolution du matériel est tellement rapide. Donc, on ne pouvait pas se limiter à des petits livres. Donc, on avait un volume que lui peut très bien faire l'affaire pour un 386, 486, la famille des 586. On laisse pas de côté les bons vieux ordinateurs. C'est en plein ça. Donc, ça devient des livres de plus en plus épais. Je commence à avoir peur pour l'an 2000 parce que les livres, ça va ser plus des briques. Là, les bibliothèques vont avoir des problèmes. Ils vont souvent avoir besoin de solutions informatiques.
On a aussi des solutions maintenant, presque tout en un. On parle de plusieurs versions dans le même livre. C'est en plein ça. C'est encore à cause du fameux phénomène d'évolution très rapide des produits. Un exemple, CorelDRAW, maintenant on a des volumes, non pas sur une version, mais c'est de plus en plus à la mode. C'est plusieurs versions, la version 5, 6 et 7. On a la même chose avec Delphi. En plein ça, avec la programmation, avec Delphi, en dedans de 2 ans, depuis le début de Micro-Info, on a vu la version 1, on a vu la version 2, maintenant la version 3 depuis environ 3 mois. Donc, ça n'arrête pas, le progrès avance toujours, puis les éditeurs, ils ne savent plus où donner de la tête avec leur volume. On croyait que l'arrivée d'Internet allait faire disparaître les bibliothèques, et c'est pas le cas. Hein? C'est en plein ça. Tout le monde disait, Internet, on peut aller sur des bibliothèques célèbres, Alexandrie, un peu partout. On disait que les livres vont disparaître avec l'informatique. Là, ils ont parti encore la vieille histoire avec Internet. Là, c'est vraiment, tout va disparaître. Et non, ça, excusez, ça a engendré une nouvelle vague de volume, un nouveau rayon. Disons que depuis environ 2 ans, je crois qu'il y a eu environ 5000 publications sur Internet. Ici, j'en menais, disons, un des best-sellers sur Internet. Les volumes que le monde s'arrache, ce sont les fameux volumes sur le HTML. Ici, on parle de HTML 3.2. L'année passée, c'était la version 3, 2 et 1. Avant ça, HGML. Ça finit plus. Ensuite, le fameux Java, le langage qui a été développé au début des années 70, qui avait un autre nom. Maintenant, ils l'ont rebaptisé Java parce que les programmeurs de Sun, ils buvaient beaucoup de café, ils ont donné le nom de Java. Et enfin, un des derniers nés, on parle de la version C++, version visuelle C++ 5, tout nouveau volume qui vient de sortir. Mais je l'ai amené celui-là tout simplement pour regarder la petite mention qui est écrite ici. Maintenant, tous les langages de programmation, sans aucune exception, ils ont toujours la mention développement Internet avec Microsoft. Donc, tout ce qui est langage de programmation, avant, c'était souvent pour un domaine bien précis, soit, mettons, pour programmer des bases de données, faire des produits de bureautique. Maintenant, il y a toujours la mention Internet. Donc, Internet est vraiment rendu et partout dans les livres. Merci beaucoup, Réal. De rien. Maintenant, je me déplace sur l'autre plateau. Je vais rejoindre mes chroniqueurs favoris. Malheureusement, Luc Fortin n'est pas là ce soir. Je le mentionne immédiatement. Il est en train de travailler, le pauvre. Alors, j'ai André Bollet à mes côtés. Bonsoir, André. Bonsoir, François. Et Jean Lévesque est de retour. André, on va parler un peu d'histoire, de micro-info, de statistiques. Qu'est-ce qu'on peut donner aux gens comme statistiques amusantes? Bon, comme statistique, il y a toujours un début à tout. Alors, la première émission de micro-info, c'était le 29 septembre 1995. Et François, tu as justement en main... Le plan de cette émission. Le plan de cette émission-là, de la manière qu'on travaillait pour justement structurer notre émission. OK. Déjà, au début, on était structuré. Oui. À l'époque, si on se rappelle bien, c'était Patrick Beaulieu qui animait cette émission-là. Et aussi, il y avait des chroniqueurs comme Claude Desroches, Luc qui s'était greffé à nous, et ainsi de suite. Moi aussi, évidemment. Et là, on va voir des séquences. On voit d'ailleurs, c'est Patrick Beaulieu, Claude Desroches. La première émission, on a parlé du lancement de Windows 95 en français. Exactement, parce que c'était même la version bêta qu'on testait. Ah oui, en studio. En studio. Fait que, et aussi, il y a eu une époque où c'est toi qui as commencé à animer l'émission Micro-Info. Avant, j'étais chroniqueur en jeu. Oui, c'est vrai, tu étais chroniqueur en jeu. Alors, ça, c'est le temps que quand tu étais jeune. Quand j'étais jeune, mon Dieu, 22 ans, c'est très, très jeune. Puis aussi, il y avait Ghislain. Ah, tu te rappelles notre générique? Notre premier générique de Micro-Info, les gens vont peut-être s'en souvenir, il y a 2 ans. Alors, avec la fameuse... l'avion. Ça m'a toujours frappé. Je n'ai pas encore vu des avions qui étaient comme ça. Hey, Netscape version 1. Il était gros le N de Netscape à l'époque. Oui, puis à l'époque, c'était puissant parce qu'avant ça, il y avait Mosaïque, puis c'était vraiment quelque chose de très bien. On voit ta première présence? Oui, bien sûr. Tu parlais de Usenet, je m'en souviens. Moi aussi, je m'en souviens. On se souvient tout le temps de notre première fois. Oh, la première présence, une des premières présences de Justin avec moi. Alors, Justin, toi, c'est la fois de la mouche. Non, c'est pas la fois, il y avait une mouche en studio qui se prenait partout et que tu l'as tué. Tu parlais, je crois, à l'époque de Excel. Oh, à l'époque où j'avais des habillements un peu ésotériques. Alors, et Luc Fortin, cette première présence qui n'a pas été... tout le monde l'a remarqué à ce moment-là. C'était la personne qui s'adressait le mieux à Monsieur Tout-le-Monde. Et vous vous rappelez sans doute, lors de la 25e émission, nous avions repassé sur un gilet des dessins.
Et je vous montre par exemple un des gilets que j'ai conservé de l'époque, on me voit en train de le porter. Alors 2 ans plus tard, plusieurs vingtaines, trentaines, cinquantaines de lavages plus tard, et voici, il est toujours bon. Alors ça marchait finalement, le test à long terme, il est là pour le prouver. On a aussi, je ne sais pas si Luc a gardé par exemple ce gilet-là. Oui. Tu te rappelles-tu de la 75e, le fameux 3h30? En direct, qui était assez infernal, effectivement. Luc, regardez, quelqu'un a posé une question sur une carte de son et calculez le temps que ça lui prend pour sortir la carte de l'ordinateur. Alors, il amène l'ordinateur, sortez votre chronomètre. Nous, en studio, il prend un tournevis. Je ne sais pas combien de tours il a fait ou si toutes les vis étaient vraiment bien vissées, mais ça sort. C'est l'enfer. J'espère qu'il ne travaille pas comme ça à la tour de contrôle. Hein? Je ne sais pas s'il contrôle les avions comme ça. Là. Donc, ceux qui ont des vieux systèmes 486, donc, c'est monsieur efficacité en direct. Ces cartes-là. Tu te rappelles-tu, François, notre premier direct? Premier direct, le 17 mai 96. On faisait un 15 minutes qui était préenregistré et après ça, on embarquait en direct. Et moi, je me rappelle très bien là, le premier 15 minutes qu'on a fait en direct. On était nerveux, puis on était là, puis on s'appuyait sur toi, parce que c'est toi qui ouvrais l'émission. Puis là, on disait, j'espère que ça va bien aller. Ça a bien été quand même. Ça va très bien. Même qu'à la fin, on s'était dit, bon, 30 minutes, c'est pas un problème. On va faire 1 heure et on a essayé après la formule 1 heure. C'est ça. Puis, on a gardé aussi l'aspect tribune téléphonique. Puis là, on s'est aperçu que l'aspect tribune téléphonique prenait beaucoup de temps pour du contenu de l'émission. C'est là qu'on a décidé de faire Micro-Info Solutions, qui était un complément. Donc là, on avait une émission d'1 heure avec plein de contenu et par la suite, on avait une demi-heure de tribune téléphonique. On a eu plusieurs versions de notre site web et d'ailleurs, peut-être on peut vous montrer à l'écran des statistiques amusantes. Présentement, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, au niveau d'utilisation de notre site web, au niveau des navigateurs, c'est assez surprenant, les résultats. Hein? Oui, c'est ça. Donc, Netscape est encore numéro 1. Microsoft Internet Explorer. 41 ça monte, ça monte? Ça monte, ça monte. Et si on regarde aussi le pourcentage par rapport à Netscape, c'est lui qui, finalement, c'est Netscape 3 qui est encore le plus populaire, mais le 4 est après augmenté encore. Bon, ben, c'est tout pour ces fameuses statistiques et c'est tout pour cette 100e émission. Ici François Tadei qui vous remercie d'avoir été là, qui remercie les collaborateurs de l'émission, tous les chroniqueurs, ainsi que la direction de Télémac 24. Micro-Info vous a été présenté en collaboration avec ClickNet, qui vous offre la meilleure connexion à Internet sur le marché et le support technique 7 jours sur 7, en plus de services professionnels d'hébergement de sites web et de consultation. Pour réussir votre entrée sur l'inforoute, contactez l'équipe de ClickNet au 686-CLIC. Cyberzone met à votre disposition plusieurs ordinateurs reliés en réseau. Jeux informatiques, logiciels de bureautique, accès Internet. Ne manquez pas nos tournois et ligues de jeux. Cyberzone. 2480 chemin Sainte-Foy, au carrefour de l'autoroute du Vallon et du chemin Sainte-Foy. 650-9434. Machina Sapiens, responsable du logiciel Corrector 101, est fier de s'associer à cette émission. Conçu et fabriqué au Québec, le Corrector 101 est reconnu internationalement comme l'outil professionnel de correction du français. Le Corrector 101 vous invite à conjuguer sa science à vos talents. Info Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Info Unique, 1995 boulevard Jean Talon Sud, bureau 100, Sainte-Foy. 681-9434.